Je sais que l'humour est parfois passe mal. Je travaillais avec Gérard Réac, Hélène Bihan, Paul Valency, et je sais que pendant dans les années 2000, quand je leur disais que moi je sauvais la vie des diabétiques et que eux regardaient un petit peu leur petit vaisseau, ça passait parfois mal. Alors vous avez votre revanche en ce moment, puisque vous avez une vraie évolution de vos traitements antidiabétiques avec des données magnifiques de mortalité, donc bravo. La revanche est là, vis-à-vis des gens qui font le cardiovasculaire. Et néanmoins, je voulais insister sur et restreindre mon topo pour un petit peu marquer des points, ou en tout cas vous inciter à relire une certaine littérature que beaucoup d'entre nous pensent connaître par cœur, et qui révèle parfois d'étonnantes surprises quand on restreint le débat sur des choses, des objectifs qui sont communs dans la prise en charge des diabétiques entre les endocrinologues, les hypertensiologues ou les internistes, peu importe, et les néphrologues, qui est finalement qu'un diabétique attend de vous que vous lui prolongez la vie, quoi, et pas uniquement que vous lui normalisiez une microalbuminurie. Et donc je vais restreindre mon topo, si vous le voulez bien, à ce titre, finalement, qui est peut-être une question d'examen pour certificat d'endocrinologie. C'est comment prolonger l'espérance de vie des diabétiques, et je regarde l'aspect très pratique puisque je suis un clinicien de base. Mes liens d'intérêt sont connus et cette conférence est rétribuée. Alors comme vous le savez, il y a plusieurs manières de raconter l'hypertension, une manière que j'exècre. Certains font les savants en vous montrant dès la première diapositive ce type de schéma, en vous disant je suis spécialiste d'une maladie extrêmement complexe. Et puis je vous largue pour le restant de la lecture. Et moi je fais partie de ceux qui pensent qu'elle est peut-être complexe, cette maladie, mais notre objectif c'est de vous la rendre extrêmement simple, parce que vous avez d'autres soucis à connaître, très bien connaître. J'étais assez impressionné par ce que j'ai écouté par les gens qui m'ont précédé sur cette estrade. Et je les remercie parce que j'ai appris des choses. Et donc, finalement, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous raconter des choses qui sont parfois un peu caricaturales, mais je vous en garantis la véracité. Et je vous encouragerai à chaque fois à ne pas me croire sur parole et à aller retourner dans ces papiers, dans ces références pour vous faire votre propre opinion. On va partir d'une histoire simple. Un monsieur de 52 ans, boucher, salarié dans un centre commercial. En fait, c'est une vraie histoire, puisque c'est le centre commercial en face de mon hôpital. Hypertendu détecté à 48 ans, 4 ans avant. Son médecin généraliste le met un bêta-bloquant, qui est le plus ancien, le plus discutable, puisque c'est celui qui est pris en gold standard de tous les essais thérapeutiques dans l'hypertension pour être sûr de gagner. Donc conceptuellement, on se demande encore pourquoi on donne encore de l'athénolol dans l'hypertension, mais c'est un autre débat. Il a un bilan OMS qui est normal, avec un acide urique à la limite supérieure. Il a des facteurs de risque associés, qui étaient un tabagisme et un surpoids. Et bien sûr, quand on a du surpoids, de la sédentarité et qu'on prend de l'athénolol, on devient diabétique, ce qui est assez facile. On devient plus fréquemment diabétique, plus précisément. Et le diagnostic de diabète de type 2, alors pardonnez-moi, je ne suis pas aussi surspécialiste que vous, oui, c'est un diabète de type 2, a été posé 1 an auparavant avec une hémoglobine glyquée somme toute, qui ne fait pas discuter le diagnostic. Il a été mis, ce qui est assez classique, sous 2 grammes de metformine. Il est suivi régulièrement pour son médecin généraliste, toujours pour ces 2 pathologies. Quand il vient me voir, en fait, c'est son fils qui le traîne. Son fils qui regarde sur Internet et qui se renseigne sur... qui s'inquiète de la maladie de son père, parce que son père lui dit tout va bien, et c'est vrai que c'est 2 maladies relativement asymptomatiques. Et son fils vient avec son père, et son fils me dit, j'ai lu sur Internet que le diabète fait mourir prématurément. Je sais qu'il y a à boire et à manger sur Internet. D'abord, est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, je suis inquiet pour mon père. Et si c'est vrai, pouvez-vous faire quelque chose? Question simple, réponse peut-être moins simple. Donc si on était moins nombreux, je vous ferais cuiser en me disant sortez-moi l'ordonnance qui fait allonger l'espérance de vie du diabétique. On va s'épargner ça par manque de temps et puis ça va être un peu compliqué pour la salle. Donc est-ce que ce qu'a lu sur Internet le fils est vrai? La réponse est clairement oui, et je vous encourage à quantifier
cette espérance de vie diminuer, puisqu'on a des données quantifiables. Ce n'est pas tout de dire oui, l'espérance de vie va diminuer. On sait, par des données comme celle de Franco en 2007, qu'un diabétique de 50 ans qui se présente à vous en consultation en vous disant « moi je ne suis pas sûr de me soigner parce que d'abord je ne ressens rien et deuxièmement ça coûte cher », et il vous dit « qu'est-ce que je risque ?» Et bien, vous pouvez très bien vous référer à cette référence qui dit qu'à 50 ans, si vous ne vous soignez pas, en gros, vous avez 8 ans d'espérance de vie en moins par rapport à quelqu'un de non diabétique, et surtout 2 à 3 ans de vie de merde, pardonnez-moi le terme, c'est-à-dire de vie avec des complications du diabète, des séquelles des complications du diabète. Donc c'est soit l'AVC avec des séquelles, soit de la dialyse, soit de l'insuffisance cardiaque en particulier. Et je passe les problématiques d'amputation, de neuropathie, de cécité, etc. Donc 8 ans d'espérance de vie en moins pour un monsieur de 50 ans, c'est voir son fils passer le bac versus le marié. C'est à peu près ça. Et ça parle en tout cas à mes patients. Alors on va balayer rapidement les traitements hors diabète, qui sont votre spécialité, qui peuvent modifier ce pronostic qui peut faire peur. Alors l'aspirine. On va commencer par le plus vieux. L'aspirine, c'est vrai que ça a eu très bonne presse dans le milieu diabétique, et je crois que ça a encore très bonne presse. On est bien sûr dans le cadre de la prévention primaire, puisque la prévention secondaire, c'est, semble-t-il, assez indiscutable. Alors, que sait-on de l'aspirine dans le diabète? Et je vous rappelle, on focalise sur la mortalité. Alors, l'histoire de l'aspirine dans le diabète, ça a commencé essentiellement avec l'étude Hott, où au détour d'une phrase dans l'article princesse de l'étude Hott, apparaissait que l'aspirine avait, dans le sous-groupe des diabétiques, apporté une diminution des événements cardiovasculaires. Mais l'étude Hott date un petit peu maintenant, et puis on n'avait pas les autres traitements associés qui peuvent modifier ce risque et ce bénéfice. Et on a à notre disposition un papier qui a maintenant une dizaine d'années, qui était typiquement designé pour répondre à la question: est-ce qu'une faible dose d'aspirine en prévention primaire chez des événements athéroscléreux chez les patients diabétiques de type 2 fait quelque chose? Et c'est prospective versus placebo. Comme vous le voyez ou vous ne le voyez pas, non, on le voit assez bien. L'aspirine, résultat global, sort négatif. Attendez, je m'y perds quand il y a plus d'un bouton, moi je m'y perds. Alors là, je recule. Voilà. Et là, j'ai un pointeur. Parfait. On avait une tendance favorable sur l'événement global de 20% de diminution, mais ça n'atteignait pas la significativité. Donc on peut plier bagage en disant, déjà en 2008, on savait que ça ne marchait pas, même si, je vous rappelle, la tendance est bonne. Mais si on regarde uniquement la ligne mortalité, vous voyez que sur peu d'événements, certes et heureusement, il y a une différence très hautement significative. L'aspirine a clairement réduit le nombre de morts sur la période du suivi, mais il n'y a pas eu assez d'événements pour remporter la différence. Donc on pouvait dire sur la réponse mortalité, oui, l'aspirine réduit la mortalité des diabétiques, donc allonge l'espérance de vie. Si on regarde néanmoins le papier de la même étude sur le long terme, publié donc 10 ans après, l'effet s'éteint, l'effet de mortalité observé au tout début s'éteint sur le long terme. Et tout ça confirme quelque chose qui a été repris par d'innombrables méta-analyses, que je vous ai cité ici, c'est que c'est vrai qu'il y a un petit signal de bénéfice sur la mortalité avec l'aspirine qui est de l'ordre de 7 à 10%. Vous voyez, les ordres ratios sont tous entre 0,9 et 1. C'est jamais significatif et c'est, comme vous le savez, contrebalancé par un risque d'événement de saignement majeur qui est de l'ordre de 2,46, qui est vraiment en termes de bénéfice-risque fait pencher la balance pour l'abstention de l'aspirine en prévention primaire chez le diabétique. Alors, on peut rester dans le prisme du cardiovasculaire, vous, endocrinologues, nous, internistes, hypertensiologues, mais aussi, vous savez que l'aspirine a un autre bénéfice, et moi je plaide pour une prévention globale, et si je me dis que la question posée par le malade, c'est « faites que je sois vivant longtemps en bonne santé », je ne peux pas complètement occulter une autre information sur le bénéfice potentiel de l'aspirine, qui est l'effet sur le cancer colique. Et certaines recommandations maintenant plaident et nous encouragent à intégrer tous les risques pour décider si on donne un médicament ou pas.
et ça me paraît être du bon sens clinique. Cette recommandation, par exemple, vous incite, vous diabétologues en particulier, à poser la question de l'existence d'une histoire familiale de cancer colique. Parce que si elle existe, vous voyez que ça peut modifier la place et l'indication d'une prise d'aspirine en prévention primaire pour un individu qui a un âge et un risque cardiovasculaire établi. Le fait qu'il y ait une histoire familiale de cancer colique peut modifier l'indication de l'aspirine parce qu'elle va venir couvrir un risque de cancer qui va intéresser le patient, même si pour vous, vous l'estimez à juste titre ou pas, comme ne faisant pas partie de vos prérogatives de spécialiste du diabète. Alors cette histoire me paraît extrêmement intéressante parce que je pense que c'est comme ça, maintenant que vous sauvez la vie des diabétiques et que vous diminuez les événements cardiovasculaires, par simple risque épidémiologique, vous les surexposez au risque de cancer. Puisqu'il faut bien mourir de quelque chose. Et donc, vous ne pouvez absolument pas occulter les risques individuels de cancer de vos patients et vous devez vous intéresser à la prévention dédiée de ces cancers chez eux. Alors, pour revenir à l'aspirine, moi je vous conseille cette application qui a été développée par les étudiants d'Harvard, qui a été testée et validée et publiée dans le JAMA en 2016, qui est vachement simple, qui est gratuite, et qui vous permet de choisir et d'individualiser l'indication de l'aspirine en prévention primaire ou secondaire chez le diabétique, peu importe, mais la question est la prévention primaire. Et vous voyez, il suffit de rentrer des données assez simples. Là, j'ai repris le cas que je vous ai présenté. L'âge, le sexe, l'ethnie, le tabagisme ou non, le traitement, l'hypertension existante et son traitement, le diabète, oui, non, cholestérol, son niveau de cholestérol, s'il y a une fibrillation atriale, parce que ça amènerait un autre sujet qui est je ne donne pas d'aspirine, mais je donne un anticoagulant, les antécédents ulcéreux pour le risque hémorragique, la coexistence de prescriptions qui favoriseraient l'hémorragie digestive, et puis en fonction de ces données que vous rentrez très rapidement, l'outil vous donne un guide qui vous dit il faut dans ce cas-là donner de l'aspirine parce que son risque cardiovasculaire est à plus de 20% sans aspirine, que le risque hémorragique est à 12% à 10 ans, 1,2% à 10 ans, je vois mal. Oui, 1,2%, et que le bénéfice, bien sûr, excède le risque. Vous avez le nombre de sujets à traiter pour éviter un événement, le nombre de sujets à traiter pour provoquer un événement, et vous avez toutes les données pour individualiser votre risque. Alors, aspirine, vous voyez, c'est géométrie variable et très individuelle. C'est probablement l'arbitrage qui vous reste dans ce domaine. Statine, ça c'est plus récent. Et vous savez qu'on a l'impression, alors je ne sais pas quelle est votre impression vis-à-vis des statines pour votre population, on a des fans et des non-fans, complotistes, ou qui pensent à la théorie du complot. Si on regarde clairement la littérature, on a un très bel essai, qui je trouve n'a pas été très bien médiatisé et très bien implémenté, qui date un petit peu, parce qu'on pourrait sourire sur les critères d'entrée. Je vous rappelle que l'essai est vraiment intéressant dans le sens où Card, pour ne pas le nommer, a pris des diabétiques pour lequel, en prévention primaire, pour lequel le médecin ne savait pas ou ne jugeait pas qu'il était indispensable que le patient ait une statine. Et ce qui permettait de le tirer, la statine versus placebo. Et de fait, quand vous voyez la population qui a été inclue, alors on est publié en 2004, donc critères d'inclusion en 2000, vous voyez que le LDL des patients, en moyenne, alors il était aux alentours d'1,40 g, et il devait avoir un LDL cholestérol inférieur à 1,60 g, c'était les références de l'époque. C'était des diabétiques de type 2 en prévention primaire, avec un facteur de risque additionnel. Tiré versus placebo, et deuxième originalité de l'étude, c'était une dose fixe de statine. Elle n'était pas titrée pour un objectif. On donnait 10 mg d'atorvastatine. Et cette attitude extrêmement simple, c'est de dire je rajoute à l'ordonnance d'un diabétique en prévention primaire 10 mg d'atorvastatine et je ne m'occupe pas de son LDL sous traitement. Donc je fais une médecine extrêmement simple qui n'a besoin ni de dosage d'anticorps ou que sais-je. Et bien là, un résultat cash. En 2004, l'essai est interrompu prématurément parce qu'il y avait 37% d'événements en moins à 4 ans dans le bras qui a reçu de l'atorvastatine versus placebo. Et quand on regarde plus précisément les événements en moins qu'il y a eu, vous voyez que ce n'est pas des petites choses.
c'est bien sûr des événements cardiovasculaires majeurs, dont la mort, qui a été clairement diminuée de près de 25%. Donc une attitude très simple de dire 10 mg d'atorvastatine à des diabétiques en prévention primaire dans les années 2000, ça a là encore payé cash. Alors bien sûr, l'art des médecins et des recommandations, c'est de rendre les choses simples très complexes. Et donc vous avez des recommandations, l'ADA par exemple, qui vous stratifie des indications de statine et des doses de statine sur la base très honnêtement de faisceaux croisés d'études qui n'ont pas toutes été dédiées aux diabétiques, contrairement à CARS. Quel message garder de tout ça? Vous voyez, il y a très très peu de situations où le diabétique peut échapper à une statine. Il n'y en a qu'une, c'est le diabétique qui n'a rien d'autre que le diabète et qui a moins de 40 ans. Et après, c'est toute une question de dosage, de baisse de LDL, débat dans lequel je vous laisserai rentrer si vous en avez envie, mais moi, il m'exaspère, très personnellement. Donc, statine, on est dans une indication probablement plus large que celle du diabète, que l'aspirine. Alors, je reviens à mon bébé, qui est le contrôle tensionnel. C'est effectivement quelque chose dans lequel il y a probablement une valeur ajoutée à en parler, parce que ce que je constate souvent, c'est que les diabétologues, ou certains diabétologues, ont souvent fonctionné en dogme dans le domaine de l'hypertension artérielle. Le principal dogme que votre spécialité a eu, ça a été d'appliquer l'étude HOPE à la lettre, c'est-à-dire de donner 10 mg de ramipril à tous vos diabétiques, et de penser un peu candidement que le travail était fait ou assurait simplement 10 mg de ramipril. C'était les années 2000-2010. Ce que je dis là n'est plus d'actualité, puisque vous avez constaté par votre propre expertise que ce type de message un peu simpliste ne réglait pas les problèmes. Loin de là, même s'il a permis d'ouvrir les yeux sur les bénéfices croisés et le non-fonctionnement en silo des spécialistes autour du patient diabétique. Qu'est-ce qu'on a de semi-nouveau? Enfin, c'est plus vraiment nouveau, mais quels ont été les derniers apports dans le domaine du diabétique pur, et non pas uniquement d'études à large échelle qui incluaient des diabétiques en sous-groupe? Moi, je voudrais juste vous rappeler quelque chose qui nous a, nous, en tout cas, dans le milieu de l'hypertension, extrêmement frappé, c'est l'étude Advance. Pourquoi l'étude Advance nous a frappé? Parce que d'abord, par son volume, c'est-à-dire les patients, le nombre de patients inclus. Deuxièmement, le côté extrêmement international de l'étude. On ne se posait plus de questions de savoir si les Nord-Américains fonctionnaient comme les Européens, etc. Et puis le fait que les patients d'Advance étaient des patients très peu sélectionnés. Je vous rappelle que c'était des diabétiques de type 2 de plus de 55 ans qui avaient un facteur de risque additionnel ou qui étaient hypertendus ou pas, mais la majorité était hypertendue. Et pourquoi ça nous a frappé? Parce que je vous rappelle que cette étude a été publiée en 2007, donc les patients inclus en 2000. Et donc on pensait que les patients de 2000, c'est après HOPE, donc c'est des patients qui étaient sous statine, sous aspirine, qui avaient une prévention de qualité, etc. Et être capable de sortir 14% de mortalité en moins avec une différence de l'ordre de 6 mm ou 7 mm de mercure entre les deux bras, c'est quelque chose qui, à l'échelon épidémiologique et sanitaire, est quelque chose d'extrêmement puissant. Et plus intéressant, vous voyez que la stratégie qui, je vous rappelle, était d'atteindre un objectif tensionnel un peu plus bas dans un bras et avec un algorithme de prescription qui comportait l'association périndopril-indapamide. Vous voyez qu'en analyse de sous-groupe, ce bénéfice qu'on observe, il est toujours dans le bon sens, quelle que soit la coexistence ou non des autres médicaments dont je viens de vous parler, statine et aspirine en particulier. Et donc, cet effet du traitement antihypertenseur n'est pas éteint ou effacé ou remplacé par les autres molécules adjuvantes de risque cardiovasculaire qui jouent sur la mortalité dont je viens de vous parler. Et cet effet perdure dans le temps, et ça c'est une logique de physiologie. Alors je sais que vous aimez un terme qui s'appelle la mémoire de je sais pas quoi, la mémoire glycémique ou la mémoire, etc. C'est pas de la mémoire glycémique, c'est de la mémoire de l'artère. Vous baissez la tension pendant 5 ans à un groupe, un peu plus que dans l'autre bras, l'artère vous dit merci, parce que la charge tensionnelle a été moindre pendant 5 ans. Et que tous ces facteurs de risque, comme le tabagisme, puisque vous parlez en paquet années, c'est logique, devraient être
comptabilisé en millimètres de mercure année ou en je ne sais pas quoi, HbA1c année, parce que ce qui compte pour l'athérosclérose et l'artériosclérose, c'est l'air sous la courbe d'excès de ces facteurs de risque, et non pas des points isolés. Et donc, en fait, ce n'est pas de la mémoire de je ne sais quoi, c'est juste de la mémoire artérielle. Vous avez imposé une charge tensionnelle ou en LDL ou en glycémie moindre pendant une période donnée, et l'artère s'en souvient et vous en dit merci. Les données d'Advanson démontrent parfaitement ça. C'est que l'effet qui a été observé pendant 4 ans a perduré dans le bras qui a été traité de manière plus ambitieuse pendant 4 ans. Advance fait partie des études qui sont nommément citées dans les recommandations de l'ADA en 2017, reconnaissant en cela la qualité de l'information scientifique tirée de cette étude. Revenons à la clinique. Revenons à la clinique avant que vous lassiez. Qu'est-ce qui reste dans un monde extrêmement normé de recommandations? Je vous rappelle, 3 recommandations nord-américaines, des recommandations européennes, des recommandations nationales. Tout le monde a sa recommandation. Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit quand on n'est pas spécialiste qui s'amuse de ces recommandations? C'est qu'il vous reste, il y a 2 grands principes de la titration des médicaments antihypertenseurs. Le premier principe, c'est que aucune monothérapie ne fera mieux qu'une bithérapie en termes de baisse de tension, contrairement à ce que les laboratoires peuvent vous raconter. Aucune bithérapie ne fera mieux qu'une trithérapie, contrairement à tout ce que peuvent vous raconter les laboratoires. C'est une question de quantité de médicaments. Et donc, quand vous êtes face à un hypertendu qui n'est pas bien contrôlé, votre réflexion va être de dire, est-ce que je double une monothérapie ou est-ce que je passe à une bithérapie, ou est-ce que je rajoute un traitement à son ordonnance ou est-ce que je modifie les composants? C'est l'amplitude de baisse de delta qui vous reste par rapport à la normalisation qui va compter. Vous voyez qu'effectivement, quand vous doublez une monothérapie, chaque monothérapie fait en moyenne 10 mm de mercure de moins sur la systolique. Si vous doublez une monothérapie, vous ferez à peu près moins 15, moins 13, ça dépend de la réponse. Vous ne ferez jamais mieux qu'un moins 20 en rajoutant un médicament. Et c'est vrai pour le passage de la bille à la tri. Et donc tout dépend si vous êtes très loin de votre objectif ou pas pour savoir si vous doublez, si vous essayez de doubler en courant le risque d'avoir une augmentation des effets indésirables dose dépendants. Vous augmentez le diurétique, vous risquez d'avoir des hyperglycémies, des choses comme ça. Vous augmentez l'intercalcique, vous risquez d'avoir des œdèmes, des flushs, versus je rajoute un deuxième médicament qui a ses propres effets indésirables potentiels. Le deuxième grand principe de titration, qui est unanimement reconnu maintenant et clairement établi par plusieurs recommandations, c'est de dire, pardonnez-moi le terme, on vous laisse jouer tant avec ce que vous voulez, en monothérapie, en bithérapie, mais ce qu'on vous demande, c'est quand vous êtes lassé de jouer et de perdre, de faire confiance à l'expérience et à l'expertise, et de vous rabattre à une trithérapie en prévention primaire, qui est basée sur un bloqueur du système rénine-angiotensin, un diurétique thiazidique et un intercalcique. Si vous avez réussi à gagner avant avec vos recettes, bravo. Mais si vous n'y arrivez pas, croyez-nous, sifflez la fin de la récré et faites cette association, elle marche. Elle marche. Ok, 2 grands principes de titration, je vous les ai dit, et maintenant on va avancer dans votre pratique. Première pratique, c'est par quoi je commence. Par quoi je commence, c'est un grand débat qu'on a complexifié à merveille dans les recommandations parce qu'il fallait faire plaisir à tout le monde. Là, on est dans le monde du conflit d'intérêts clair, en trouvant des situations particulières pour chacune des classes pour que tout le monde soit ravi. C'est vachement plus simple que ça, le problème. À part le diabète, souvent, quand vous êtes en situation d'initier un traitement antihypertenseur, c'est souvent la seule maladie qui existe. Donc quand on vous bassine qu'en cas d'insuffisance cardiaque, il serait logique de commencer le traitement par un diurétique ou un IEC, c'est n'importe quoi. Vous connaissez des hypertensions qui commencent après l'insuffisance cardiaque, vous? Ben non. On commence par être très longtemps hypertendu et parfois on devient insuffisant cardiaque. Donc souvent, vous avez tous les choix face à un hypertendu. Et donc votre choix ne va pas être dicté par des recommandations complexes. Il peut être dicté essentiellement par des risques de tolérance.
Vous êtes dans un pays chaud, la dame elle a des varices, vous n'allez pas commencer par un inhibiteur calcique. C'est la meilleure façon pour qu'elle ait des grosses jambes et qu'elle arrête le traitement. Et donc votre objectif, c'est au tout début de la maladie que les gens adhèrent à votre traitement et vous font confiance. Parce que vous êtes parti pour des dizaines d'années de confiance. Donc si vous commencez mal dans votre histoire de couple, je vous garantis par expérience que ça se termine toujours mal. Donc, rajoutez pas la complexité à la complexité. Donc c'est pour ça que nos recommandations ont beaucoup parlé de persistance et de commencer par les molécules les plus persistantes. Alors c'est vrai que certaines monothérapies, certaines classes vont moins bien répondre dans certains formats, ethniques, l'âge, la consommation sodée, c'est vrai. Mais à l'échelon individuel, tout ça n'a qu'une petite valeur, puisque de toute façon, la monothérapie, on n'y restera qu'un mois, dans 75% des cas, puisque la monothérapie ne réglera vos problèmes d'hypertension que dans 25% des cas. Et ça, il faut savoir le dire aux malades aussi. Et donc vous voyez que si on prend les 3 systèmes les plus fréquemment impliqués dans l'hypertension, sur lesquels on a des cibles thérapeutiques, le système rénine-angiotensin, le système nerveux sympathique et la sensibilité au sel, au cours du temps, certains systèmes évoluent pour s'éteindre, le système rénine-angiotensin, le système nerveux sympathique, et d'autres prennent plus de place. Et donc c'est logique que les bloqueurs agissent quand le système est activé de manière massive. C'est pour ça qu'on dit que dans l'HTA systolique du sujet âgé, il faut plutôt donner des diurétiques, des inhibiteurs calciques. Que quand on est au début de la maladie, c'est vrai que les IEC, les Artans, ça marche bien sur la tension, et que les bêta-bloquants ont eu très longtemps une très bonne presse en termes d'efficacité, même si sur la tolérance, c'est un autre débat. Donc vous voyez, c'est pas très scientifique, hein. Presque ma concierge pourrait comprendre. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Et Dieu sait si elle n'est pas très intelligente. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 arbitrages. Vos 2 arbitrages, en tant que médecin, sont très rarement décrits dans la littérature scientifique, pour des raisons qui seraient inutiles de rappeler ici. Le premier arbitrage que vous devez avoir, il est logique. C'est le choix du bloqueur du système rénine-angiotensin. Souvent, ces bloqueurs sont assimilés. On vous parle de bloqueurs du système rénine-angiotensin au pluriel. Mais dans la vraie vie, vous aurez à en choisir un et un seul. Parce qu'il n'est pas question d'en associer 2. On vous interdit d'associer IEC Zartan, en tout cas à ces stades initiaux de la maladie, en prévention primaire. On vous dit même que ce n'est même pas recommandé de faire bêta-bloquant IEC. Je vous rappelle que les bêta-bloquants sont des antirénines, puisque ça n'a pas d'effet additif sur la baisse de la pression artérielle. L'aldactone, qui est aussi un bloqueur de système rénine-angiotensin, arrivera plus tard, dans les cas d'HTA résistante ou d'HTA secondaire par hyperaldo primaire. Et donc vous voyez qu'il faut votre arbitrage de dire, parmi cette vaste gamme de différentes classes, je dois faire mon choix d'une classe. Et sur quels arguments je vais choisir. Et une fois que vous avez choisi, le boulot n'est pas fini, puisque vous choisissez la molécule et puis la dose. Je vois trop souvent des prescriptions d'un IEC ou d'un Zartan où le médecin pense avoir fait le boulot, il a donné Ramipril 1,25. Je suis désolé, Ramipril 1,25, d'abord c'est homéopathique, deuxièmement le Ramipril ça se donne en 2 prises pour que ça soit efficace, et le patient pourtant, enfin le médecin a dit, ben voilà, j'ai donné un IEC chez le diabétique, je suis content, le travail est fait. Alors, comment arbitrer et choisir et vous aider à choisir? Je vous donne ma réflexion, vous en faites ce que vous voulez. Je vous rappelle que je n'ai pas la parole divine. Ce que je veux, c'est vous ouvrir les yeux sur certains points pour que vous ayez une curiosité intellectuelle d'aller relire des choses. Dans le milieu du diabète, il y a eu énormément de marketing. Et vous le savez, vous avez été ciblé de manière privilégiée pour lancer des classes thérapeutiques dans l'hypertension sur des arguments plus ou moins vrais et valides. Qu'est-ce qu'on peut dire 15 ans après, puisque maintenant tout est à peu près mûr dans l'hypertension et qu'il n'y a pas de molécules nouvelles dans le pipeline? C'est qu'il n'y a aucune indication élective pour les Artans qui ne soit pas partagée avec les IEC. Aucune. Quand on me dit le diabétique de type 2 c'est Zartan, c'est pas vrai. C'est Zartan, pourquoi pas, mais c'est aussi IEC, c'est aussi etc. Et à l'inverse, il y a des indications électives aux IEC qui ne sont pas partagées par les Artans. Alors ça passe de manière sournoise et vous voyez, elles ne sont pas anodines ces indications. L'athérosclérose asymptomatique, il n'y a pas Zartan.
L'artérite des membres inférieurs, il n'y a pas Zartan. Alors vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Le vrai problème, aujourd'hui, qui différencie ces deux grandes classes majeures des antihypertenseurs, les IEC et les Zartan, c'est quand on regarde les critères durs, on a été noyé d'un critère secondaire qui vous a beaucoup convaincu, qui était la microalbuminurie. Vous saviez la mesurer, etc. Quoique la mesurer, c'est aussi complexe, peu importe. Et on a oublié la vraie vie, c'est-à-dire, finalement, le malade, à la fin, il est vivant ou il est mort? Est-ce que vous avez modifié uniquement une microalbuminurie ou est-ce que vous avez modifié son pronostic d'être vivant? Eh bien, quand on poule toutes les données, et ce n'est pas entre autres moi qui l'ai fait, mais c'est des données totalement indépendantes. Là, une des dernières, c'est publié dans le JAMA en 2014. Vous voyez que quand on compare IEC versus placebo, traitement actif, la mortalité vivant-mort, événements cardiovasculaires, moins 13% d'événements mortels ou cardiovasculaires avec les IEC. Aucun effet sur la mortalité cardiovasculaire et la mort avec les Zartan. Aucun. Conclusion des auteurs, dans le JAMA, revue confidentielle. Notre méta-analyse prouve, parmi d'autres, puisque ce n'est pas les seuls, comme vous le savez, que les IEC diminuent la mortalité totale cardiovasculaire chez les patients avec un diabète, alors que les Zartan n'ont aucun effet bénéfique sur ces événements. Aucun effet bénéfique sur ces événements. Vous allez me dire, ce monde est pourri, il y a sûrement des labos derrière, pourquoi pas Servier au passage? Cochrane, il n'y a pas plus indépendant que la Cochrane. On ne connaît même pas qui c'est pire que la revue Prescrire. Antihypertenseur pour la prévention de la néphropathie diabétique. Ils repoulent toutes les données. Au passage, ils prennent la mortalité toute cause. IEC versus Zartan. C'est moins 16% de mortalité totale chez les diabétiques avec les IEC. Une tendance à un excès de mort non significative avec les Zartan, pour une même protection néphronique sur réduction de la microalbuminurie, etc. Alors je pourrais passer une heure, mais je vais vous épargner ça pour vous expliquer pourquoi ces deux classes qu'on a souvent assimilées en termes d'efficacité, mais pas en tolérance, peuvent avoir des effets aussi différents sur un critère dur qui est la mort et la mort cardiovasculaire. Pour faire très bref, vous le savez, ces molécules n'agissent pas au même endroit. Et pour faire encore très bref, l'une va baisser énormément les taux d'angiotensine 2, c'est les IEC, et augmenter énormément les taux de bradykinin. Je vous rappelle que l'angiotensine 2, c'est le gros poison de l'organisme, et que la bradykinine, c'est son antidote. Je fais très caricatural. Et les autres, les Zartan, vont bloquer le récepteur à l'angiotensine 2, par rétrofeedback, vont noyer l'organisme avec des taux d'angiotensine 2 monstrueux, et vous pariez, et les laboratoires ont parié sur la solidité de la molécule pour bloquer le récepteur, en disant je m'en fous que le patient baigne dans le poison, si le récepteur sur lequel le poison agit est bloqué, je n'aurai pas de souci. Et ben, c'est un sacré pari dont on sait les limites quand on connaît un peu de pharmacologie. Et puis deuxième élément, sur infarctus et mort coronaire, ce n'est pas uniquement barométrique, comme vous le savez. Ce qui fait un infarctus, c'est une stabilité, une instabilité de plaques, des phénomènes thrombotiques, des phénomènes de balance entre thrombogénèse et fibrinolyse naturelle. Et sur ces aspects-là, les Zartan, les IEC font absolument pas pareil. J'en prends un exemple juste. PAI-1, par exemple, l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène. Avec les IEC, ça diminue. Avec les Zartan, ça a tendance plutôt à augmenter. Alors, vous vous rappelez tous de la cascade, mais je vais quand même vous la rappeler pour les deux personnes qui ne s'en souviennent pas, comme moi. On parle d'un truc qui agit là, PAI-1. Vous vous blessez, la nature fait bien les choses, votre cascade votre cascade de coagulation va faire que vous allez faire un clou plaquettaire rapidement pour boucher le trou. Et une fois que le trou est bouché, très rapidement, vous allez avoir la fibrinolyse naturelle avec la plasmine qui va venir couper pour éviter que le clou plaquettaire se transforme en thrombus obstructif. D'accord ? Si vous fumez, cette cascade-là, elle est bloquée un peu. C'est pour ça que quand vous
Vous faites un caillot, et ben, il a plutôt tendance à grossir, à ne pas se fibrinoliser. Bon. Et ben, PAI-1, c'est un inhibiteur de la plasmine. Si vous diminuez les taux de PAI-1, vous favorisez la fibrinolyse locale. Si vous l'augmentez, vous augmentez la fibrinolyse, vous diminuez la fibrinolyse. IEC et Zartan, ça ne fait absolument pas la même chose là-dessus. Et ça peut vous donner une piste pour expliquer pourquoi les Zartans ne préviennent pas l'infarctus, contrairement aux IEC. Si je vais être encore plus caricatural, une des classes thérapeutiques qu'on vient de voir, les statines, vous lui reconnaissez de manière évidente des effets pléiotropes, et en particulier sur la prévention de l'infarctus. Eh bien, les statines, dans leurs effets pléiotropes, jouent sur cette cascade et modifient le PAI-1. Et en fait, les statines diminuent la production de PAI-1, comme les IEC ont démontré, et comme les Zartans ne l'ont pas démontré. C'est une des hypothèses qui peut expliquer les différences d'effets protecteurs sur l'infarctus du myocarde. C'est une des hypothèses qui sont rapportées dans ce papier encore plus récent de Circulation en 2017, pour expliquer le paradoxe sur la protection sur l'infarctus des Zartans et des IEC, qui montre, et la conclusion des auteurs, c'est que la logique dicterait que les guidelines devraient reconnaître la protection sélective par les IEC, en particulier chez les diabétiques, comparée à leur utilisation préférentielle par rapport aux Zartans, mais on sait très bien que le marketing passe par là et que derrière, les pratiques sont largement drivées par le marketing. Donc en résumé, si on compare IEC et Zartan, et puis vous ferez votre propre idée tout seul, c'est deux classes thérapeutiques qui font baisser la pression artérielle, d'accord. Comme elles font baisser la pression artérielle, elles diminuent les événements très barométriques, les AVC, de manière comparable, à baisse de pression artérielle comparable. Comme ça fait baisser la pression et que ça bloque le système rénine-angiotensine, ça prévient de manière comparable les événements rénaux. Mais dès qu'on rentre dans des phénomènes plus complexes, qui font interagir d'autres choses que la baisse de la pression, réduction des infarctus, mortalité cardiovasculaire, elles sont corrélées à la mortalité totale. Les IEC ont une démonstration, quelles que soient les sources, qui est imparable, alors que les Zartans n'ont jamais pu démontrer un infarctus en bas. Alors, ce n'est pas moi qui vous le dis, ce n'est pas les labos, ce n'est pas JAMA, c'est les autorités de santé aussi. Dès 2012, l'assurance maladie présentait sur son site internet ce genre de phrase issue, qui était la conclusion d'une des dernières publications qui avait été à l'époque faite dans la littérature. Et puis l'HAS 2016, dans son mémo, a retiré de manière assez discrète, trop discrète pour être vue et observée par tout le monde, l'indication Zartan chez le patient coronarien. Puisque vous voyez que dans le SH 2013, dans les antécédents d'infarctus, il y avait les Zartans. L'HAS 2016, fort de ces constatations, a retiré les Zartans de l'indication patient coronarien. Cet arbitrage, vous le ferez. Vous verrez si vous êtes convaincu par le fait que l'incidence de taux de l'ordre de 10% doit justifier de prescrire des Zartans à tout le monde alors que vos diabétiques meurent essentiellement du cœur. C'est un choix qui est vraiment votre libre arbitre. Le deuxième libre arbitre que vous avez, c'est le choix du diurétique. Ça a l'air anodin comme ça, mais ce n'est peut-être pas. Alors, vous savez que le NICE, qui est une des recommandations les plus insensibles au lobby, c'est la recommandation anglaise, disait depuis 2011 que si, vous savez qu'ils sont plutôt, eux, dans l'épargne du diurétique pour éviter le risque de diabète, ce qui n'est pas le problème quand on est diabétique, et qui est votre sujet, où le diurétique est quasiment indispensable pour contrôler les chiffres tensionnels pour plein de raisons. Il vous dit que si un diurétique doit être donné, il faut offrir au patient un thiazide-like. Les gens ont oublié like. C'est-à-dire que ce n'est pas un thiazide qu'il faut lui donner. C'est soit la chlorthalidone, soit l'indapamide. Alors pourquoi? Parce que le diurétique hydrochlorothiazide n'a jamais démontré de données fortes de mortalité, là encore, et qu'à chaque fois il a été challengé en termes d'efficacité et de tolérance par la chlorthalidone aux États-Unis et l'indapamide dans le reste du monde. Alors chlorthalidone, je ne sais pas si vous l'avez, nous on l'a quasiment plus, et donc il nous reste l'indapamide, en préférence, vous voyez, au conventionnel diurétique. On ne sait toujours pas pourquoi, quand l'hydrochlorothiazide a été approprié par tous les promoteurs de l'industrie médicamenteuse pour les mettre dans les associations fixes, ce qui aujourd'hui pose problème. Alors, pour preuve à ça, plein de papiers, peu importe, à dose égale, voire à dose inférieure,
L'hydrochlorothiazide fait moins bien que ici l'indapamide ou la chlorthalidone en termes de baisse de pression, ça on s'en fiche un peu importe. On a plein de données sur chlorthalidone aussi, qui montrent que 25 mg d'hydrochlorothiazide, qui est votre dose finale dans les combinaisons, eh ben on peut déjà la dépasser avec la chlorthalidone ou l'indapamide. Je vous montrerai un exemple. Et oui, ça par exemple, dans les rares essais qu'il y a eu aux États-Unis, où il y a eu dans un même essai de la chlorthalidone et de l'hydrochlorothiazide, le bénéfice était tiré par les patients chlorthalidone à chaque fois. Alors une astuce, quand vous êtes bloqué en vous disant je lui ai donné la dose pleine de diurétique parce que vous avez un co quelque chose et 25 mg d'hydrochlorothiazide, et bien 25 mg d'hydrochlorothiazide ça fait moins 8 de pression artérielle systolique. Et vous voyez que si vous avez de la chlorthalidone, voire la dose pleine de l'indapamide, vous pouvez faire encore et gagner des millimètres de mercure, ce qui est particulièrement astucieux chez le diabétique. Alors vous allez me dire, on fait avec ce qu'on veut, etc. Finalement, c'est des millimètres, on s'en fiche un peu. Comme vous le savez sûrement, il y a un nouveau signal de tolérance qui est sorti des banques de données scandinaves. Alors c'est pas anodin que ça soit en Scandinavie, parce que c'est un pays où les peaux sont très blanches. C'est un signal de cancérogénèse induit par des molécules comme l'hydrochlorothiazide qui sont photosensibilisantes. Il y a eu 2 papiers majeurs qui sont sortis en fin d'année qui démontrent que chez les grands utilisateurs d'hydrochlorothiazide, c'est en gros 5 ans de 25 mg d'hydrochlorothiazide par jour, plus de 5 ans de 25 mg d'hydrochlorothiazide par jour. Vous avez des cancers, heureusement, ce n'est pas le mélanome, hein, c'est des petits cancers, les basocellulaires, mais les squamocellulaires aussi, qui sont en augmentation nette chez les utilisateurs d'hydrochlorothiazide. Et il y a un effet dose-dépendance qui est parfaitement observé ici, qui est induit par la dose et l'effet cumulatif. Et il y a d'autres cancers qui ont également été retrouvés. Alors, très intéressant, ils ont testé ces banques de données, les 2 autres diurétiques, l'indapamide et la chlorthalidone, et il n'y a aucun signal avec ces 2 diurétiques. Et il y a un autre cancer très particulier, qui est le cancer de la lèvre, également, qui ressort avec un risque cumulatif important chez les hauts utilisateurs d'hydrochlorothiazide, qu'on ne retrouve pas avec les diurétiques alternatifs qui sont chlorthalidone et indapamide. Alors pourquoi ça? Eh bien, il y a plein de rationnels pour le démontrer. Alors c'est un peu complexe, mais peu importe. On a la démonstration in vitro que l'hydrochlorothiazide augmente les dégâts en ADN induits par les UVA. Et donc c'est le modèle de la tératogénèse par un médicament photosensibilisant. Alors ça peut avoir un intérêt dans vos populations qui prennent beaucoup le soleil, qui ont l'avantage d'être plutôt à peau non blanche, mais il y a des peaux blanches parmi vous. Et donc c'est quelque chose dont il faut se méfier. Et quand vous croisez un cancer cutané, un lymphome cutané ou des cancers des lèvres, qui sont des choses pas anodines, ben pensez à hydrochlorothiazide parce que ça a été déjà publié par le passé. C'est tellement sérieux cette histoire que notre ANSM a lancé une alerte et un track en fin d'année pour dire on analyse et d'ici à juin, on vous rend les données pour vous dire quelle vigilance on doit avoir vis-à-vis de l'hydrochlorothiazide, et je pense que ça peut aller jusqu'au retrait vu qu'il y a des alternatives. Alors très vite maintenant, pour ne pas dépasser le temps parce que je ne supporte pas ça, une fois que vous avez choisi votre classe, vous devez choisir votre molécule. Et il faut que vous soyez persuadé, vous, diabétologue, qu'un IEC ne vaut pas un autre IEC, un zartan ne vaut pas un autre zartan pour des questions de pharmacocinétique. Et à titre d'exemple, je vous montre ça. Vous prenez 4 de vos zartans préférés. Ben, vous voyez entre le premier, qui est, comme toujours, l'aîné, le plus mauvais, et le dernier, vous avez des contrôles tensionnels à posologie classique, usuels, très différents. Très très différents, et c'est pas tout de dire je donne un zartan, il faut savoir lequel. C'est des questions de dose et des questions de rapport Vallée-Pic. Pour les IEC, vous voyez, la FDA dit que pour donner des monothérapies, il faut être au-dessus de 50%, largement au-dessus. Vous voyez qu'il y en a en gros 2, 3 qui remplissent la case de la monothérapie dans les IEC, c'est les 3 derniers. À tel point que les dernières recommandations nord-américaines rappellent que l'énalapril, par exemple, c'est 2 prises par jour, le Remitec, que le ramipril, c'est plutôt 2 prises par jour, contrairement à ce qui est fait, que l'irbésartan, qu'est-ce que j'ai mis là, l'éprosartan, c'est plutôt 2 prises par jour, mais surtout l'osartan, c'est 2 prises par jour, pour que ça puisse vraiment couvrir les 24 heures de votre patient.
Donc choisissez bien la molécule, et plutôt les plus longues durées d'action, et puis celles qui font les mieux dosées. Alors, quelle combinaison? Ça, c'est la vraie finalité. Oubliez l'idée que le ramipril va vous régler le problème de tous vos diabétiques. Vous n'y arriverez pas en monothérapie dans la majorité des cas. Alors, effectivement, vous commencez par ce que vous voulez, mais le message est très simple. C'est que vous allez être amené à titrer très rapidement. Et si je simplifie à l'extrême mon message, si je retire les bêta-bloquants, en particulier chez le diabétique, en prévention primaire, qui va amener plus d'intolérance qu'autre chose. Il vous reste finalement un choix qui se borne à un diurétique thiazidique, un inhibiteur calcique ou un IEC ou un Zartan. Moi j'ai mis IEC parce que je suis convaincu. Vous pouvez mettre Zartan, je ne serai pas malheureux. Hein. C'est vos patients peut-être qui le seront, mais moi je ne le serai pas. Au bout d'un mois, ces monothérapies vont contrôler 25% de vos patients. Il faudra titrer. Les choix possibles de titration sont simples, c'est vous prenez 2 de ces 3-là. Qu'est-ce qui vous fait choisir plutôt l'un que versus l'autre? Ça va être très honnêtement des choses empiriques. Ça va faire baisser globalement la tension de manière identique, pareil. Mais il y a des profils de patients qui vont plutôt vous orienter vers un choix versus l'autre. Alors vos diabétiques, ils sont là. Vos diabétiques, il n'y a plus le problème de dire je ne vais pas donner de diurétique pour ne pas le rendre diabétique. Vos diabétiques, c'est généralement des profils de gros saleurs. C'est des gens qui ont un système de captation du sel qui fait qu'ils vont avoir besoin de diurétique pour baisser. Et c'est la démonstration d'advance. Vous allez donner ces associations aussi chez les gens qui n'ont pas toléré l'inhibiteur calcique ici, pour des questions d'œdème et de flèche. Au milieu, il y a une association marrante qui évite le bloqueur du système rénine-angiotensin et qui permet, en prévention primaire, chez les patients à rénine basse, des sujets à ethnie noire, que vous pouvez avoir dans le sud du Maroc en particulier, qui ont des systoliques élevés, d'éviter, parce que ça ne va pas marcher, l'IEC ou Zartan chez eux, de leur donner directement une association inhibiteur calcique diurétique. Vous allez contrôler comme ça 40% des gens en bithérapie, vous les revoyez, ça ne suffit pas. Soit vous titrez le diurétique et le calcique s'ils le tolèrent, vous les poussez à leur maximum, soit vous donnez l'association dont toutes les recommandations vous parlent. D'accord, j'ai fini. J'ai un compteur, mais je n'ai pas vu derrière. Quel est l'objectif tensionnel? Très honnêtement, des débats ridicules. Ce qu'on peut garder, c'est ça. C'est que si vous arrivez à ramener vos diabétiques avec une systolique entre 130 et 135, ça serait parfait. Et le monde tournerait plus rond et vos diabétiques vivraient plus longtemps. N'essayez pas plus bas, sauf dans ces situations individuelles, une fois que vous êtes sûr de maîtriser le niveau tensionnel et de sa mesure. Donc faites attention aux mesures ambulatoires. C'est ce que disent un peu les recommandations de l'ADA. Et donc en résumé, en conclusion, vous devez titrer, vous avez la main, parce que vous les voyez souvent, les médicaments hors diabète, que sont en particulier les traitements anti-hypertenseurs. Avec cet objectif, je n'ai pas parlé des méthodes de mesure, ça serait un débat et des questions éventuelles. Vous allez arriver plus fréquemment que d'autres spécialistes à des trithérapies en prévention primaire, donc choisissez les bonnes, en sachant que les IEC sur la mortalité, l'espérance de vie, les événements coronaires qui impactent très lourdement le pronostic de vos patients diabétiques, ils ont une démonstration que les Zartans ne l'ont pas. Vous allez plutôt titrer au maximum des doses supportées les bloqueurs du système pour la protection tissulaire, microalbuminurie et tutti quanti, aux doses maximales tolérées des thiazidiques et des inhibiteurs calciques pour atteindre l'objectif de tension, en sachant que plus vous montez les doses de ces deux classes thérapeutiques et plus vous risquez d'avoir des effets secondaires. Les statines pour la très grande majorité des sujets diabétiques. Il y a le débat de savoir est-ce que vous titrez, est-ce que vous donnez une dose fixe. Je vous laisse et je vous renvoie à vos recommandations. Et l'aspirine, il y a un point d'interrogation et c'est très individuel. Je vous remercie.